Donc oui, alors moi je vais parler de toute autre chose. Je vais vous parler du projet que nous avons mené au sein du laboratoire IRDL à Vannes, qui porte sur l'effet cocktail de micropolluants présents dans l'environnement aquatique. Et ce travail, je voulais préciser tout de suite qu'il a eu lieu grâce à l'association de différentes compétences, donc des compétences en biologie, notamment en biologie cellulaire, mais aussi en mathématiques, grâce donc à la collaboration avec Salim Lardjan, qui travaille au laboratoire de mathématiques LMBA à Vannes, et puis aussi grâce aux compétences d'Olivier Essir en biophysique. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous présenter les micropolluants, ce que c'est qu'un micropolluant, d'où ils viennent et où ils vont. Et puis, je vous expliquerai donc notre objectif qui était double dans cette étude et les premiers résultats que nous avons obtenus. Alors, tout d'abord, un micropolluant, qu'est-ce que c'est? C'est une substance chimique qui est indésirable. Elle peut être dans tout type d'environnement. Et elle est définie comme micropolluant parce qu'elle est présente à de très faibles concentrations, donc de l'ordre du microgramme par litre ou du gramme par litre. Nanogramme par litre, pardon. Dans la plupart des cas, c'est une substance d'origine synthétique liée à donc, des activités humaines, procédés industriels, agricoles et activités quotidiennes notamment. On a de plus en plus de réglementations qui tentent de lister, de recenser toutes ces molécules chimiques. Donc on est arrivé à plus de 110 000 molécules recensées par la réglementation européenne. Et actuellement, on peut considérer qu'on est à peu près à 900 molécules qui sont suivies selon les pays. On a une liste de 900 molécules. Alors, les propriétés chimiques de ces substances sont très, très variées. Alors, on a beaucoup de composés aromatiques, des organophosphorés, des PCB, polychlorobiphényl, alkylphénol, phtalate, enfin une liste très, très longue de structures chimiques. Alors, ce schéma, il est là pour vous expliquer d'où viennent ces micropolluants et où ils vont, pourquoi on les retrouve dans le milieu aquatique. Alors, comme je vous le disais, beaucoup de micropolluants sont d'origine activité industrielle et artisanale, donc matériaux de construction, les hôpitaux, donc l'industrie artisanale. Beaucoup de micropolluants vont aussi provenir de l'agriculture. Vous avez tous en tête le terme de pesticides, donc élevage également, et puis tout ce qui est transport, voies ferrées et routes. Alors, nous sommes également dans notre quotidien responsable du relargage de micropolluants avec les produits cosmétiques, avec les produits d'entretien, etc. Et puis, on a identifié également des sites contaminés, des décharges qui sont potentiellement sources de micropolluants qui vont être largués dans le milieu aquatique. Alors, la grande partie de ces micropolluants qui sont générés de ces substances vont devenir des micropolluants en passant par des stations d'épuration qui vont ensuite déverser leur eau dans le milieu aquatique. Et puis on a tout ce qui est phénomène de ruissellement, de drainage, par rapport aux activités agricoles, qui conduisent donc l'arrivée de ces micropolluants dans le milieu aquatique. Alors donc ça c'est un document que j'ai trouvé édité par un rapport du Conseil fédéral suisse où on estime donc à 40% la source, les effluents des stations d'épuration communales qui relarguent dans le milieu aquatique ces micropolluants. Et puis 40% les eaux de ruissellement, de drainage des surfaces agricoles. Alors on peut classer ces micropolluants de différentes façons. On a parlé de structures chimiques, on va aussi parler de leur effet potentiellement toxique. Là, je vous propose une classification en fonction de leur usage pour voir un petit peu comment ils sont répartis. Alors on a une faible proportion de ces micropolluants qui sont donc dus à notre quotidien.
produits cosmétiques. Bon, drogue, c'est pas le quotidien pour beaucoup, mais on retrouve des drogues dans le milieu aquatique. J'espère que c'est pas votre quotidien. Alimentation, et puis les biocides. Hein, je parlais des produits qu'on utilise pour les produits ménagers. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que plus de 90% de ces micropolluants qu'on trouve dans l'environnement, eh bien, sont issus, donc on a dit tout à l'heure, hein, de l'activité agricole. Donc 41% sont des pesticides, 30% sont des médicaments, et puis 16% des produits de l'industrie chimique. Donc ces catégories de micropolluants, hein, c'est une étude qui a été publiée par Bush en 2016. On est donc là dans le milieu aquatique et on regarde dans quelle catégorie se placent ces micropolluants. Bon, ça fait un peu peur, là, mes petits logos rouges, mais ces micropolluants, seuls ou combinés, peuvent potentiellement présenter des effets toxiques. Alors, dans le milieu aquatique, vous allez me dire pour les espèces, hein, pour l'environnement, et puis de manière indirecte pour l'homme. Donc, voilà des exemples, hein, d'effets toxiques de ces micropolluants. Vous avez sans doute tous entendu parler des produits CMR, hein, cette classification CMR qui désigne des produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. On a également des molécules qui sont potentiellement neurotoxiques, immunotoxiques, des perturbateurs endocriniens, et puis des molécules tératogènes, c'est-à-dire qui engendrent des malformations congénitales non héréditaires qui sont dues au cours du développement embryonnaire. Alors cet effet et la degré de toxicité, hein, d'un polluant qu'on va trouver dans l'environnement, il va dépendre donc de l'effet, hein, qu'on connaît potentiellement du produit, de sa toxicité donc intrinsèque, comme je l'ai écrit. Après, bien évidemment, tout va dépendre de la stabilité de ce micropolluant une fois qu'il se retrouve dans l'environnement. Est-ce qu'il va être rapidement dégradé ou est-ce qu'il va être très stable ? Comment les animaux vont être exposés? Est-ce que ce micropolluant va se retrouver dans le sédiment et donc pas disponible, et donc finalement les poissons par exemple, ne seront pas exposés. Comment va pénétrer cette molécule? Pendant combien de temps et avec quelle quantité? Et puis, s'il pénètre dans l'organisme, eh bien, est-ce qu'il va s'accumuler dans l'organisme ou est-ce qu'il va être vite éliminé? Donc, vous comprenez bien que l'effet d'un micropolluant, finalement, est la résultante de beaucoup de caractéristiques. Alors, je parlais de la quantité, de la durée de l'exposition. Alors, je voulais aussi, dans mon introduction, vous expliquer qu'on considère deux types de toxicité. La toxicité aiguë. Alors, c'est cette toxicité aiguë qu'on a choisie comme modèle, comme première approche. Donc, la toxicité aiguë, c'est le fait que vous allez être exposé ou qu'un animal va être exposé à une concentration très forte et de manière très transitoire. Mais par contre, les effets vont être importants immédiatement. Par contre, quand on parle de micropolluants, on est d'accord qu'on est dans la toxicité chronique, puisqu'on a dit qu'on était avec des très faibles quantités. Par contre, on est continuellement exposé. Et donc, on va avoir, au cours du temps, l'accumulation d'effets irréversibles avec cumulation. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est qu'un effet cocktail? Il faut savoir que le plus grand nombre d'études qu'on trouve aujourd'hui qui concernent l'effet des micropolluants présents dans l'environnement sont des études où on regarde un micropolluant seul. On fait une étude d'effet dose avec beaucoup de modèles biologiques différents. Mais on considère qu'une seule molécule, alors vous avez vu qu'on en a 110 000 de recensés. Alors nous, on n'a pas fait une étude sur 110 000 molécules, vous imaginez bien. Mais par contre, notre objectif, c'est de comprendre quand même l'effet d'un mélange de molécules. Et là encore, on trouve un petit peu dans la littérature des articles sur des mélanges, mais très souvent des mélanges de polluants de même catégorie. C'est-à-dire qu'on va regarder l'effet de plusieurs pesticides ou l'effet de plusieurs médicaments, mais jamais des molécules de différentes catégories. Donc nous, c'est par rapport à ce mélange de micropolluants qu'on a travaillé. Et donc l'effet cocktail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait qu'on considère deux substances chimiques. Si elles ont un effet indépendant, on additionnera l'effet de ces molécules. Donc ce sera un effet additif. Donc ça, ce n'est pas un effet cocktail, l'effet additif. Par contre, un effet cocktail, c'est le fait que vos micropolluants interagissent entre eux. Et de ce fait, l'effet observé sera une synergie, c'est-à-dire qu'on aura un effet supérieur à l'effet additif, ou on peut avoir neutralisation, c'est-à-dire un effet inférieur à l'effet additif. Alors, maintenant que je vous ai un petit peu présenté ce qu'étaient les micropolluants,
d'où ils venaient, et vous avez bien compris qu'on les retrouve donc à de très faibles concentrations dans le milieu aquatique. Voici les objectifs que nous nous sommes fixés dans cette étude, donc un double objectif. D'abord, rechercher comment identifier un effet cocktail en utilisant un mélange de micropolluants de différentes origines. Donc vous verrez qu'on a choisi 6 micropolluants pour cette étude de faisabilité. Et puis en parallèle, je vous ai dit qu'il y avait 900 molécules qui sont suivies actuellement par les pays dans les eaux, dans le milieu aquatique, par des techniques plutôt compliquées, des équipements lourds. Donc on voulait aussi en parallèle voir s'il était possible d'étudier la présence et la proportion relative de ces micropolluants que nous avons choisis par spectroscopie moyenne infrarouge. Alors ici, je vous présente les 6 micropolluants que nous avons sélectionnés. Le bisphénol A, qui est utilisé donc dans l'industrie chimique comme plastifiant. 2 médicaments, le diclofénac et le tramadol. Donc le diclofénac est un anti-inflammatoire et le tramadol un antalgique. Donc 2 molécules utilisées en santé humaine qui ont des modes d'action complètement différents. Et puis 3 pesticides, le cyproconazole qui est un fongicide, le diuron un herbicide et un autre herbicide, le terbutrine. Pour information, on trouve beaucoup de diurons encore dans l'environnement et en France, mais en France il est interdit d'utilisation, mais il y a un problème de persistance de toutes ces molécules dans l'environnement. Donc nous avons choisi par rapport, vous vous rappelez au schéma où je vous ai représenté la proportion des pesticides, des médicaments et des produits chimiques, c'est pour cette raison que nous avons choisi des micropolluants dans ces 3 catégories. Alors, pour commencer, nous avons utilisé donc nos compétences de biologiste cellulaire afin de déterminer l'effet cytotoxique de ces molécules. Donc, comme je vous ai dit, on s'est placé dans un système d'exposition aiguë pour valider notre modélisation mathématique d'effet cocktail. Alors, nous avons utilisé des cellules humaines UVEC. Vous avez ici une photo. Ce sont des cellules adhérentes qui couvrent la lumière interne de tout vaisseau sanguin. Donc là, les UVEC, ce sont des cellules de veine ombilicale. Et puis là, un petit schéma pour vous expliquer le protocole. Donc on ensemence les cellules en plaque 96 puits. On ajoute les micropolluants seuls. Et puis on fait un tout simple marquage au cristal violet qui permet de quantifier le pourcentage de cellules adhérentes, qui est un reflet indirect de cellules vivantes. Et donc par mesure de l'absorbance à 190 nanomètres et cette petite formule, on calcule le pourcentage de cellules adhérentes. Donc on rapporte, en enlevant l'absorbance du puits blanc où il n'y a rien du tout, on rapporte l'absorbance dans un puits où on a fait un traitement par rapport à l'absorbance de nos puits contrôle où il n'y a eu aucune exposition. Initialement, ce travail a été fait avec les molécules individuellement pour faire une courbe de survie. C'est-à-dire, alors là, je vous ai choisi, je n'allais pas vous les représenter les 6, donc je vous représente la courbe concernant le cyproconazole. Donc, on représente en ordonnée le pourcentage de cellules vivantes, donc on est tout 100%, et puis plus on augmente la quantité de micropolluants, plus on induit la mort cellulaire. Et à partir de cette courbe, donc on a fait 3 expériences indépendantes qui chacune contenaient des triplicats. Nous avons décidé de conserver tous les points expérimentaux, donc on a effectivement une dispersion, mais on n'a vraiment exclu aucun point expérimental. Et donc, avec Salim, Salim a pu établir les EC10 et les EC25 qui correspondent à la concentration pour laquelle on a 10% de mort cellulaire, enfin 10% de l'effet entre l'effet maximum et l'effet minimum, et puis 25% de l'effet. Si on voulait voir un phénomène de synergie ou de neutralisation, il fallait qu'on se mette on a choisi de se mettre dans ces concentrations-là. Donc la courbe, là, par exemple, illustre bien que pour le C10, on obtient donc une concentration de 191 micromolaires et le C25 de 178. Nous avons procédé ainsi pour les 6 micropolluants et pour passer donc à l'effet des mélanges. Alors si vous réfléchissez bien à ce mélange, si on voulait tester toutes les combinaisons possibles, donc 3 concentrations, alors quand je dis 3 concentrations, on a utilisé un code. -1, c'est absence du micropolluant, 0 EC10 et plus 1 EC25. Si on voulait faire toutes les combinaisons possibles, il y avait 729 essais à faire. Et donc avec
Salim, nous avons mis en place une matrice d'expérience qui permet de représenter un certain nombre d'essais, 55 essais, en faisant varier la concentration. Ceci pour optimiser donc avec un minimum d'essais, avoir un maximum de précision. Alors là, c'est pour juste vous montrer à quoi ressemble cette matrice. Donc on a 55 essais avec donc le code que je vous ai décrit, 0, -1 et 1, pour chacun des 6 micropolluants qui sont en colonne. À l'issue de ce travail, il est ressorti qu'il y avait une potentielle interaction entre 3 micropolluants, le ciproconazole, un médicament, le diclofénac et le diuron, 2 pesticides. À ce moment-là, on a fait toutes les combinaisons possibles pour confirmer ce travail, c'est-à-dire 27 combinaisons, 3 fois 3 à la puissance 3. Et à l'issue de cette expérience, l'hypothèse d'un effet indépendant où on additionnait les effets de chacun des micropolluants a été rejetée. Et par contre, Salim a proposé un modèle ajusté de surface de réponse qui a permis de montrer de manière significative une interaction entre 2 molécules sur lesquelles on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une interaction, à savoir un médicament, le diclofénac et le diuron. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet cocktail, donc on n'est pas avec de l'effet additif, donc on est bien dans un effet cocktail. Cet effet cocktail, c'est un effet de neutralisation et aux concentrations les plus élevées. Alors, je vais vous montrer comment se présentent les diagrammes de surface de réponse qui permettent donc d'illustrer l'absence d'effet additif, d'effet indépendant, mais un effet cocktail. Donc là, vous avez par exemple le diagramme obtenu en l'absence de ciproconazole. On a le diuron en ordonnée et le diclofénac en abscisse. Et là, on a le même diagramme en présence de ciproconazole. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans cette modélisation, on retrouve la concentration 1, 0, -1. Donc je vous rappelle que -1 et -1, on est à 100% de survie. D'accord ? Et puis 1 et 1, on est aux 2 concentrations EC25 des micropolluants. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a absence de linéarité. En présence, c'est déjà fini ? Bon, donc en fait, on observe qu'en utilisant les micropolluants aux concentrations EC25, on n'a pas 50% de mortalité, mais 24% de mortalité. Donc là, c'était juste pour vous illustrer, si le modèle avait été indépendant, la linéarité de la réponse. Donc, je passe à la deuxième partie des résultats rapidement, qui consistait à voir si la spectroscopie moyenne infrarouge permettait d'étudier ces micropolluants. Donc ça, c'est un travail que Olivier a réalisé. Alors, vous voyez ici un exemple, j'ai pris le même ciproconazole, de résultats concernant donc un spectre moyenne infrarouge obtenu, avec en rouge la dérivée seconde. Et donc, on a fait les micropolluants seuls et les 27 combinaisons précédentes. Et ce qu'on a pu démontrer, ce qu'Olivier a pu nous démontrer, c'est qu'on était capable, dans ce mélange ternaire, de discriminer la proportion de ciproconazole ou de diclofénac ou de diuron. C'est-à-dire que vous avez ici le pourcentage qu'on connaît, mesuré, et le pourcentage prédit par la régression linéaire. Et donc, on a un très, très bon coefficient de corrélation. Donc, ça veut dire que ces résultats sont très prometteurs. On peut distinguer un micropolluant donné et sa proportion dans un mélange complexe. Je termine par donc, la conclusion. Nous avons réussi à mettre en évidence un effet cocktail entre le diclofénac et le diuron, en présence ou en absence d'un autre micropolluant. Et cet effet cocktail se traduit par une neutralisation. Et puis, d'autre part, nous avons validé aussi la possibilité d'avoir un modèle prédictif qui permet de déterminer la proportion relative de micropolluants. Les perspectives, c'est de continuer à acquérir des bases de données spectrales en augmentant le nombre de micropolluants et de faire des tests de prédiction dans des mélanges plus complexes. En parallèle, nous avons la possibilité au laboratoire de tester d'autres tests, enfin d'utiliser d'autres tests biologiques, ceci afin d'établir un score de risque biologique. Et ce qu'on voudrait, idéalement, c'est de pouvoir associer une signature spectrale avec un risque biologique qui pourrait ensuite
s'adapter sur le terrain, puisque la suite aussi du projet, c'est de faire de l'échantillonnage terrain avec des échantillonneurs passifs qui intègrent les micropolluants, qui permettent de les concentrer. Je vous remercie.